Messieurs, dames, bonsoir. Le 8 mars, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore le 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Une célébration qui est une opportunité pour porter un regard rétrospectif sur la situation des femmes en général et des filles en particulier, mais aussi s'attarder sur les efforts consentis par toutes les parties prenantes pour faire disparaître les violences à leur égard. C'est justement une des démarches que poursuit l'initiative Spotlight pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, conformément à l'agenda 2030 pour le développement durable. La présente commémoration de la fête de 8 mars a pour thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde libéré de la Covid-19. Un thème assez éloquent, porteur d'interrogations et d'espoir. Comment accroître le leadership des femmes et éliminer les violences faites aux femmes, sujet de grande préoccupation. Et pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau que je m'en vais vous présenter. Tout d'abord, à ma droite, j'ai Madame Hadiza Gabay, directrice générale de la promotion de la femme et du JAR au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. À côté d'elle, nous avons ensuite son Excellence Denisa Elena Ionete, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Niger. Et ensuite, Madame Louise Aubin, coordinateur résident du système des Nations Unies au Niger. Un peu à ma gauche, Madame Ibo Foureira, elle est secrétaire exécutive de l'Observatoire national pour la promotion du genre. Un peu à côté d'elle, nous avons Oumou Kane, elle est spécialiste du digital. Et enfin, Nana Natissia, une jeune femme engagée. Nous allons d'abord donner la parole à Madame Hadiza Gabay, Madame la directrice générale. Quel message veut donner le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à l'occasion de cette fête du 8 mars? Merci Madame. Le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, le message que le ministère va transmettre est que les femmes du Niger se joignent aux femmes des autres du monde entier pour célébrer la journée internationale de la femme officialisée par les Nations Unies en 1977. C'est l'occasion donc pour ces Nigériennes de célébrer en solidarité avec leurs sœurs les avancées et les acquis en matière de droits des femmes, de la justice entre les femmes et les hommes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications pour l'accélération de l'autonomisation des femmes et des filles, la réalisation de leurs droits et l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer la résilience des femmes nigériennes qui, malgré les crises successives, continuent de s'impliquer activement dans les actions de développement du Niger. Et les femmes du Niger célèbrent cette année la Journée internationale de la femme dans un contexte mondialement reconnu de la Covid-19. Et le thème que le Niger s'est approprié, c'est que le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde libéré de la Covid. Nous avons voulu que ce terme libéré soit un accent lui soit mis particulièrement parce que nous voulons vraiment un monde libéré de la Covid. Et vous n'êtes pas sans savoir que le développement, surtout de la femme et de la jeune fille, a été freiné par cette pandémie. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un monde libéré de la Covid-19. Avant de donner la parole à l'ambassadeur et puis la coordinatrice, je donne d'abord la parole à Madame Ibo Foureira. Que vous inspire cet échange entre deux générations de femmes? Oui, merci. Permettez-moi d'abord de saluer l'initiative de cette conférence et de féliciter aussi toutes les femmes du monde en général et en particulier les femmes militantes. Donc la commémoration de cette journée, c'est pour répondre à cette question. Je vois que j'ai évolué dans des associations de promotion de la jeunesse. Et chemin faisant, cette association, c'était
la première association de jeunesse au Niger. Et elle a travaillé surtout dans un contexte où la jeunesse n'était pas structurée. Et en ce moment, il n'y avait pas... Et aussi, il y avait la pandémie du VIH-Sida dans les années 87. Donc, comment faut-il faire pour amener cette jeunesse à prendre conscience de tout ce phénomène-là? Et nous avons monté l'association et, chemin faisant, nous ne sommes plus jeunes. On s'était senti quand même, nous avons remis le flambeau à une autre génération pour poursuivre les activités. Donc maintenant, je me sens militante, défenseur des droits des femmes et de l'homme. Cet échange, et ce que j'inspire de cet échange, je suis ravie de transférer des compétences à une autre génération pour évoluer le combat de la jeunesse nigérienne. Et ce qui m'anime aujourd'hui, la défense des droits des femmes et des droits de la personne en général. Dans ce cadre aussi, j'ai évolué dans les associations de défense des droits de l'homme, en l'occurrence le Mouvement national pour la défense et de la promotion des droits de l'homme et des peuples, le MNDPH, et dans laquelle j'ai occupé un poste clé de secrétariat général. Et à ce titre, je sais qu'au Niger, nous avons fait beaucoup de choses dans la revendication des droits des femmes et nous avons été aussi actrices actives dans le cadre de la journée internationale, dans le cadre de la journée nationale de la femme nigérienne. Et je pense que nous continuons le mentorat des jeunes générations si elles acceptent bien, donc, parce que nous sommes à 2 pas de la retraite et il faut bien que la relève soit assurée d'une façon vraiment positive. Alors là, je viens vers Oumoukana. Comment le digital peut accompagner les femmes qui n'ont pas eu accès aux réseaux sociaux et aux nouvelles plateformes? Amina, le digital, c'est un outil formidable parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas connecté qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on a la chance, je parle de ma petite sœur Nana à côté de moi, et même de vous, toutes qui êtes là, on a la chance de pouvoir être connectés aussi souvent qu'on le veut et qu'on le peut. Ça nous permet déjà de créer une synergie entre nous et d'autres femmes et des femmes du monde entier. Et pourquoi pas ensuite servir de courroie de transmission. Donc aujourd'hui en petit comité, comme ce qu'on fait là, on parle, on dit des choses. C'est comme ça, le digital en vérité c'est la vraie vie, juste dans un format un peu plus virtuel. Donc ça nous permet d'impulser des actions et ensuite de les répercuter dans la vraie vie, que ce soit dans le monde rural, dans le monde, je vais dire, dans la rue tous les jours. Donc ça c'est la force du digital, déjà créer une communauté de gens qui sont engagés, de gens qui ne sont pas là seulement malheureusement pour faire des choux gras, mais des gens qui sont engagés pour des causes. Et grâce au digital, on découvre aussi de nouvelles causes qui sont nécessaires, qu'on ne voit pas au quotidien, mais des combats d'autres personnes, d'autres communautés qui deviennent nos combats. Alors là, Nana, Néticia, votre génération de jeunes femmes a quel parcours dans la promotion du leadership des femmes? Ok, merci bien, merci à toutes d'être là. Et merci surtout à ceux qui nous suivent, à ceux qui ont initié ce débat. De façon très modeste, mais je pense également, souvent c'est de là que naît beaucoup de choses, c'est qu'il y a, si vous voulez, un nouveau courant de femmes. Elles sont certes jeunes, mais justement parce qu'elles sont jeunes, elles voient les problèmes que nous vivons au quotidien d'une manière différente. Les combats sont les mêmes, c'est-à-dire, si vous voulez, les armes de guerre, si je peux appeler ça comme ça, ne sont plus les mêmes. Là, c'est plus un mode... nous ne revendiquons pas juste pour revendiquer, non, mais nous exigeons également qu'il y ait une certaine mise en application de ce en quoi nous croyons, à commencer par l'éducation. C'est-à-dire comment est-ce que nous avons accès à l'éducation, à quel type d'éducation est-ce que nous avons accès et quelle est la qualité de cette éducation-là, comment est-ce que ça peut être utilisé pour vraiment renforcer les capacités des femmes, mais surtout, si je parle vraiment en termes de violence, de droits des femmes, comment amener les hommes, dès le bas âge, à comprendre la place de la femme dans notre société. C'est surtout ça le plus important. On a beau crier tant que les hommes ne sont pas avec nous, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit vraiment qu'on soit en synergie. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas pour se battre les uns contre les autres, non, mais c'est comprendre en fait qu'ensemble,
Voilà la place de la femme, voilà celle de l'homme, que personne n'empiète en fait le droit de l'autre et Inch'Allah, on aura gain de cause et on pourra enfin aspirer au développement. Je reviens donc avec vous, Excellence, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne. Vous avez occupé des fonctions dans différents pays. Pouvez-vous partager votre expérience de femme ambassadeur avec nous? Bien sûr. Avant tout, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette occasion de découvrir autant de voix des femmes qui sont impliquées partout dans la société nigérienne et qui font avancer des idées, qui font avancer les droits des femmes et leur efficience et leur présence sur la scène sociale. Moi, j'ai porté mes pas sur plusieurs continents, en Afrique, au Gabon, au Tchad, au Niger, en Afghanistan, donc en Asie, en Afghanistan, dans le Moyen-Orient, en Palestine, et aussi au niveau des quartiers généraux de l'Union européenne et aussi de l'Alliance nord-atlantique, de l'OTAN. Partout dans mes fonctions et chaque jour dans mon travail me pousse encore plus à comprendre comme mon rôle, notre rôle collectif est celui d'assurer de l'appui nécessaire et de faire promouvoir au niveau du monde entier l'impératif de l'égalité de genre. Partout, je me rappelle des images de femmes, par exemple en Afghanistan, où je me suis occupée entre autres de la santé maternelle et infantile, dans un pays avec beaucoup de problèmes quant aux droits des femmes. Je suis nourrie dans ça de mes propres premiers pas dans la vie professionnelle, comme médecin obstétricien en Roumanie, dans un pays qui vivait sous un régime autoritaire. Si nous n'arrivons pas à guérir les blessures des inégalités sociales, les sociétés ne peuvent pas évoluer. Heureusement, il y a beaucoup de progrès. Ce n'est pas un hasard que j'ai soutenu ma dissertation en sciences politiques il y a très longtemps de cela, juste le jour d'ouverture de la conférence internationale sur la population et le développement, le 11 juillet 1994. Maintenant, je me dis, ça c'était peut-être comme un signal, mais à l'époque, on ne l'avait pas pensé. Et c'est ce jour-là, quand j'ai soutenu ma dissertation, que j'ai parlé du genre. Ce n'était pas ce qui est aujourd'hui. C'est la conférence du Caire qui a consacré ce concept. Donc, je pense qu'on a beaucoup progressé, mais il faut encore beaucoup faire si des gens comme moi, qui sont dans mes responsabilités, pensent encore plus au fait que les femmes sont le fondement de la société, en même mesure que les hommes, et qu'ensemble, les sociétés peuvent progresser. Et ça, c'est partout. C'est aussi au siège, c'est aussi, on le sait bien, qu'à un certain niveau, vous êtes entouré pour la plupart des hommes, et chaque jour, c'est important pour amener, d'autant que ma voix, je la sens d'autant plus importante pour porter la voix des femmes. Et Madame Louise, pour vous, que représente cette jeune génération représentée ici? Amina, vous avez raison de me poser la question ainsi parce que j'écoute ces jeunes femmes à côté d'une pionnière du mouvement féminin ici au Niger et je me dis le potentiel est énorme. Les thèmes sont déjà très porteurs. On a entendu l'éducation, le numérique, et toujours dans le sens, pas de l'élitisme, mais de la solidarité. Et vous avez mentionné le besoin de rejoindre, de rapprocher pour une voix féminine qui soit véritablement nigérienne et dans le sens du développement. Donc ça inspire et vous inspirez fortement. C'est une voix aussi qui est très honnête parce que je vois dans vos propos aussi cette honnêteté de dénoncer aussi certaines approches, certaines attitudes qui ont besoin de changer. Mais vous le faites de manière tellement constructive qu'on vous écoute. On vous écoute par votre calme et la paix que vous propagez. Vous êtes des femmes modernes qui proposez des modèles différents d'une jeune fille qui saura saisir les opportunités si on les lui présente. Et le jeune garçon, j'étais bien attentive à ce que vous disiez. Vous saurez, comme maman, proposer une éducation différente
une éducation de nos garçons qui pourront s'épanouir parce qu'on n'imposera pas des stéréotypes masculins. Oui. On leur permettra de s'épanouir côte à côte avec leurs sœurs. Et donc je vous salue, je continue à tirer inspiration de ce que vous faites et je crois que les Nations Unies ont tout à fait raison de vous donner la parole comme on le fait sous différentes formes, etc. On aura l'occasion d'en parler un peu plus. Donc dans le même cadre, pour davantage édifier les téléspectateurs sur les violences à l'égard des femmes et des filles, nous avons tendu notre micro aux concitoyens. Nous les écoutons ensemble. Par rapport aux droits de la femme, je me dis qu'il reste du chemin à faire parce que la femme continue à être stigmatisée dans beaucoup de domaines. Donc le message à l'endroit des femmes, c'est qu'elles doivent continuer à se battre. Elles doivent considérer qu'elles sont juste des êtres humains qui doivent se battre pour la progression, le développement de la société, autant que les hommes le font. Alors, à l'endroit de toute la société, je me dis que la femme est le pilier, autant que l'homme de la société. Ça veut dire que ces deux êtres doivent être traités de façon équitable pour que la société avance. Parce que si on doit être ensemble et que l'autre est laissé à la traîne, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. Alors, à l'endroit de tout le monde, essayons de respecter, essayons de soutenir cette femme qui est toujours, qui continue à être marginalisée. Par rapport aux violences faites aux femmes, je me dis que c'est assez désolant de voir certains qui violentent leurs femmes ou bien leurs filles. La femme est ta compagne, la femme est ta fille, la femme est ton épouse, la femme est notre maman. Donc cette créature, cette belle créature créée par le bon Dieu, dans toutes les religions, elle doit être vraiment regardée avec plus d'attention. On doit être avec la femme avec une meilleure attention. Parce que la femme met au monde, la femme reste pour éduquer, la femme est là jusqu'à la fin. Donc, je ne vois pas une raison pour laquelle on doit violenter cette personne. Moi, je ne me laisse jamais violenter, je me bats comme je peux. Je me bats parce que je me dis que personne n'a le droit de toucher à mon intégrité physique. Donc, je fais comme je peux. Si tu essaies de me battre, wallahi, je vais te tirer des cheveux. Une femme qui porte plainte pour coups et blessures volontaires, la société la juge. Une femme qui porte plainte pour harcèlement sexuel, on pense que c'est elle la prostituée. Une femme qui subit le viol conjugal n'a pas le droit de le dire. Aujourd'hui, c'est le tabou qui tue la femme silencieusement. Il est temps qu'on aborde ces questions dans des débats publics, dans des débats d'experts. C'est de cela que les femmes ont besoin. Ne limitons pas leurs droits et combattons tout ce qui se met en travers de l'émancipation de la femme. Et qui dit émancipation, c'est d'abord lui reconnaître le minimum de droits. Et c'est ces droits-là qu'on doit se battre pour obtenir. Arrêtons de frapper les femmes. Arrêtons ce silence qui n'honore personne. Parce que le droit, il ne se donne pas, il faut juste l'arracher. Et c'est cela que les femmes doivent s'atteler. Comment arracher leurs droits? Il ne faut pas attendre qu'on prenne nous donner. Personne ne va vous donner quelque chose qui est censé vous appartenir. Vous devez vous lever, vous battre comme eux sur le terrain, qu'il soit politique, qu'il soit social, qu'il soit tout ce qui est lutte pour prendre ce qui nous revient de droit. La femme nigérienne doit jouer sa partition, arracher ses droits et être là où elle doit être parce qu'elle l'a mérité, pas parce qu'on lui a autorisé ou parce qu'une loi a été votée qui lui est favorable et qui lui permet d'accéder à ce qu'elle a actuellement. Aujourd'hui, la femme, elle est laissée à elle-même parce qu'elle n'est pas autonome. Il faut créer les conditions d'une autonomisation de la femme. Il faut qu'elle arrive à s'autosuffire, il faut qu'elle arrive à subvenir à ses propres besoins, le minimum, l'essentiel vital qui ne doit pas être quémandé. Si nous arrivons à corriger cela, je pense qu'on mettra fin à une bonne partie de tout ce qu'elles subissent comme violence, qu'elles soient au niveau des foyers et au niveau de la société.
À mon avis, ces violences ne doivent pas exister, car la femme est faite pour être entretenue et non bastonnée. La religion musulmane ne recommande nullement qu'une femme soit battue. Les problèmes se situent tant au niveau des femmes que des hommes. Le dialogue et la compréhension doivent être privilégiés. D'autres femmes violentes aussi leurs maris en les empêchant de sortir, de se remarier ou en fuyant dans leur cellulaire. J'exhorte donc l'homme et la femme à prendre patience. Voilà, vous venez de suivre un micro-trottoir sur tout le cri de cœur des femmes. Je reviens avec la directrice générale. Est-ce que ce que ces femmes disent, est-ce la réalité? Merci Amina. Ce que ces femmes, en tout cas toutes les 4 qui sont passées, ce qu'elles disent, malheureusement c'est la vérité. Parce qu'on remarque que la femme, contrairement à ce qu'elle pense, battre la femme, c'est pas seulement ça les VBG. Il y a les violences physiques, ce dont elles parlent toutes, mais il y a d'autres violences qui sont plus terribles que les violences physiques. Il y a les violences psychologiques, il y a les violences morales. Et quand je parle de violence morale, c'est très profond. On n'a pas besoin de lever la main pour vous battre. Une simple parole, un seul mot mal placé, c'est vraiment une violence. Et ce qu'elles disent, je suis tout à fait d'accord avec elles et j'ai retenu que Aïchatou, par exemple, a parlé de traitement équitable. Ça, c'est une violence. Vous avez le même diplôme avec un homme, parce que vous êtes une femme, on privilégie l'homme par rapport aux nominations, aux responsabilités. Vous êtes une femme, on dit, bon, c'est une femme, donnez-lui parce que c'est une femme. Non, nous voulons combattre cela. Nous voulons qu'on nous dise, elle mérite ce poste parce qu'elle le mérite, pas parce qu'elle est femme. Parce que dans nos jargons, on dit qu'il y a des hommes-femmes, entre guillemets. Des femmes, aujourd'hui, si vous les mettez dans les conditions de travail, elles vont produire plus de résultats que des hommes. Et vraiment, ça, je suis à 100% d'accord. Les moyens manquent aux femmes. Le soutien manque aux femmes aussi bien dans la famille que dans la société. Parce qu'une femme, dès que je prends le cas d'une femme garagiste, qui est très bien, je crois qu'il y a des émissions qui sont passées à la télé par rapport à cette femme, mais elle répare très bien les véhicules. Mais on dit non, c'est un métier pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. Il n'y a pas de métier dit en dehors de ceux qui sont innés à la femme et à l'homme, puisque l'homme ne peut pas mettre au monde. Ça, c'est une activité de la femme, naturellement. Mais tant que c'est sur le métier, le plan de travail avec les mains ou les pieds ou avec le cerveau, je crois qu'il n'y a pas de discrimination à faire. Sinon, alors là, Madame la directrice, quelles sont les avancées du Niger en matière de promotion du leadership féminin? Bon, en matière d'avancée du leadership, en tout cas, il y a eu de très grands progrès qui ont été faits. Et au ministère de la promotion de la femme, donc, nous allons rappeler pour l'histoire l'augmentation de la loi sur le quota. Donc, au niveau des postes nominatifs et au niveau des postes électifs. En tout cas, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou, il a fait rehausser le quota de 15% à 25% pour les postes électifs, oui, et de 25 à 30%. Donc ça, c'est une avancée. Et nous pensons qu'à la sortie de ces élections, ce quota va quand même être respecté. Et nous le souhaitons. Et dans la même lancée, le Niger s'est doté d'un programme de promotion du leadership féminin, d'une stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme. Et actuellement, il y a un programme qui est en train d'être mis en œuvre, le programme Spotlight, qui est là en train d'être mis en œuvre en collaboration avec le système des Nations Unies et avec l'appui financier de l'Union européenne. Ça, ce sont des avancées positives. En tout cas, il y a une amélioration de la condition de la femme. Ce n'est pas suffisant et nous voulons aller à l'équité 50%, 50%. Et pourquoi pas les hommes réclamer le quota? Puisque si les femmes, comme l'a dit ma fille, les femmes, si vraiment elles se lèvent d'un mouvement d'ensemble, avec le recensement, le dernier, pas recensement, l'enrôlement biométrique, il y a eu 55% de femmes qui ont été enrôlées. Les 55% de femmes, je suis persuadée, si elles mettent leurs efforts, nous pouvons avoir une femme présidente de la République du Niger. Pourquoi pas? Il faut qu'on évolue.
Et dans ce sens, le ministère de la promotion de la femme a vraiment fait un travail, bon, on ne se jette pas des fleurs, mais nous avons fait un travail dans les 8 régions du pays et sur la vulgarisation de la loi sur le quota. Et partout où nous sommes passés, nous avons rencontré des femmes engagées. Et vous avez vu, ça a enregistré beaucoup de candidatures. Parce que vous ne pouvez pas rester sur le scope de la loi sur le quota, vous restez à la maison. Les hommes, s'ils battent campagne, les postes vont leur revenir naturellement. Donc on a sensibilisé les femmes et je pense que notre sensibilisation a porté ses fruits. On a eu beaucoup de candidatures féminines. La validation a eu lieu hier à la télévision, tout le monde l'a suivi. Et on dit que de grands pas sont en train d'être faits. Revenons à Madame Elena, quel est l'engagement de l'Union européenne en matière du genre? Nous sommes engagés sur multiples fronts et je souhaiterais amener cette discussion aussi au thème, le Covid-19, puisque ce que nous avons constaté en Europe est que les cas de violences faites aux femmes ont augmenté pendant ces périodes de restriction, tout comme les inégalités dans l'accès à l'emploi, la charge qui a été mise dans ces périodes de confinement prolongé, les pertes, tout ça s'est reflété beaucoup sur les femmes. Et nous pensons donc nous pensons que la reprise post-Covid doit forcément être conçue avec une bonne approche genre qui met l'accent également sur les opportunités offertes aux femmes. Je dirais que l'Union européenne pour systématiser, il y a 3 grands domaines d'action. Premièrement, c'est travailler ensemble avec les pays partenaires pour que l'espace multilatéral au niveau mondial permet l'adoption des cadres internationaux qui favorisent la promotion de l'égalité de genre et la promotion des droits de la femme. Et je pense que c'est très important que le Niger est maintenant dans le Conseil de sécurité, que nous avons des partenaires qui voient les choses, nous les voyons tous de la même façon. Nous voyons qu'il y a un recul sur un nombre de ces droits. Et c'est très important que le Niger porte sa voix ensemble avec d'autres pays du monde pour ça. Le deuxième aspect auquel je souhaiterais mentionner dans le domaine de notre action externe, c'est d'avoir une action compréhensive au niveau du genre, qui est le plan d'action genre. Et nous avons un plan d'action qui couvre de 2020 à 2024 sur notre action externe dans le domaine du genre. Et ici, il s'agit d'un appui tant aux autorités nationales, mais également à la société civile, aux institutions nationales, comme par exemple les assemblées nationales, à tous les acteurs de la société pour promouvoir les droits, pour s'assurer que la société civile a un espace pour s'exprimer, pour s'assurer qu'on contribue à tous ces procès, que notre appui puisse soutenir les acteurs pour amener leur contribution. Et peut-être le troisième aspect que Madame la directrice générale vient de mentionner, c'est de travailler aussi avec les autres partenaires. Et c'est pour ça que Spotlight Initiative, je souhaiterais mentionner que c'est la plus grande initiative de partenariat multilatéral. C'est un programme de 500 millions d'euros au niveau mondial. Le Niger est, je pense, le récipiendaire le plus important en Afrique, et si je ne me trompe pas, au niveau du monde, et qui vise justement à appuyer les acteurs ensemble pour mettre en place ce système de la société. C'est une approche transformationnelle, soutenir ces transformations que les autorités nationales et les acteurs sociétals souhaitent le faire afin d'avoir ces mécanismes d'action pour plus tard. Nous constatons déjà des bons résultats. Je pense par exemple au dialogue que nous aurons aussi dans une semaine aux commissions pour l'État sur l'avancement de la femme, où déjà nous avons eu des discussions aussi avec le Niger, avec la délégation, enfin, en préparation de la participation de la délégation. Mais aussi, le plus important, c'est le travail qu'on fait sur le terrain, en appuyant les acteurs du changement au Niger qui sont ici devant nous. Quant à vous, Madame Louise, comment l'ONU accompagne-t-elle ce leadership, surtout dans ce contexte de Covid-19? Force est de constater que chaque membre des Nations Unies doivent reconnaître que les fondements mêmes de ce membership dans les Nations Unies reposent sur les droits fondamentaux et l'égalité hommes-femmes font partie de ces fondements. Déjà, on a aussi reconnu que le développement humain ne pouvait se faire sans l'accompagnement
des femmes. Et enfin, on a reconnu que l'objectif de paix et de sécurité, encore une fois, repose sur la façon d'enrayer la violence contre la femme et la fille. Ce sont des fondements. On a reconnu aussi durant le Covid-19 l'impérieuse importance du leadership féminin. Dans les pays où on a attaqué le virus de manière la plus rapide et la plus systématique, c'était des pays où le leadership féminin était à son summum. Or, il y a une pandémie qui existe bien avant celui du Covid-19, c'est la violence faite aux femmes et aux filles. Donc, force est de constater que le leadership féminin, accompagné d'un leadership masculin éclairé, pourra enrayer cette violence contre les femmes. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai rejoint les rangs des Nations Unies, parce que je crois fondamentalement que sans la femme, on ne progressera pas. Le projet Spotlight, c'est une initiative de grande envergure. Et je crois que le Niger, avec tout son potentiel féminin, fera vraiment preuve de premier plan, de manière transformative, catalytique, et sera un modèle pour d'autres pays. Je crois qu'il est important donc de donner la voix aux femmes, écoutons la voix des femmes, accordons opportunités qu'elles saisiront, et je crois qu'elles nous épateront. C'est avec un réel plaisir que les Nations Unies accompagnent le Niger dans cette transformation. Revenons à ma gauche avec Madame Foureira. Pensez-vous que le Niger est sur la bonne voie? Bien sûr, le Niger est sur la bonne voie. Avec toute cette panoplie, comme la directrice générale de la promotion de la femme a si bien dit, qu'en 4 ans, la loi sur le quota a été révisée à 2 reprises. En 1914, portant le taux de 10 à 15 et de 15 à 25. Et en 2019, la loi a été révisée, portant le taux pour le taux au poste électif de 15 à 25 et pour les postes nominatifs de 25 à 30. Donc il y a des avancées. Mais nous, au niveau de l'Observatoire, nous disons que la marche pour la parité, c'est maintenant, c'est aujourd'hui même. Et c'est ainsi que par rapport à ces élections, nous avons déjà fait une analyse des listes électorales. Par rapport aux élections législatives, il y a au moins 33% de femmes inscrites sur les listes législatives. Et au finish, hier déjà, on a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il y a eu 48 femmes qui portent le taux des femmes à 29%. Et moi, je me dis que c'est une avancée vraiment significative. On est à côté du 30%, qui est une représentativité vraiment raisonnable par les Nations Unies. Donc, je dirais que ce n'est pas encore fini. Et nous venons de voir des femmes qui parlent de la violence, mais on les a mobilisées dans le sens de leur intérêt. Il y a d'autres formes de violence. Il y a la violence sexuelle, les viols groupés. Il y a un silence qui se cache autour de ça. C'est devenu un tabou, on n'en parle pas dans les familles, dans les foyers. Et il faut bien que cette violence-là soit portée comme message. C'est que le ministère porte comme message à toutes les communautés pour pouvoir bannir la violence, pour pouvoir sanctionner les bourreaux et prendre en charge les survivantes. Donc je me dis que la violence est sur toutes les formes et on vit ça quotidiennement. Quand tu frappes ta femme, on va te dire patience. Donc ça ne veut rien dire dans certaines sociétés. Quand tu engueules ta femme, ça ne veut rien dire. Et les femmes meurent en silence. Parce que quand tu portes ça, c'est pourquoi il y a trop d'hypertendus, de femmes hypertendues que d'hommes hypertendus. Parce qu'elles subissent la patience que les parents lui demandent à chaque fois, patience, patience, jusqu'à ce qu'elles meurent en silence. Et moi, je me dis qu'il y a une stratégie nationale pour les violences. Et cette stratégie-là, on devrait vulgariser tous les textes par rapport à la loi sur le quota, vulgariser ça et aussi transcrire ça dans nos langues. Parce qu'il y a des femmes alphabétisées pour qu'elles comprennent leurs droits, qu'elles défendent leurs droits. Aussi,
Et cette année, quand même, il y a eu beaucoup de formations et de sensibilisation. Et les femmes, on a vu l'engouement des femmes aux élections, telles qu'inscrites sur les listes, et aussi pour aller voter. Et aussi réclamer. Les choses ont beaucoup retardé parce que les femmes réclamaient aussi leur quota, bien que le quota n'est pas femme, le quota est de l'un ou l'autre genre. Mais aujourd'hui, au Niger, tacitement, le quota, c'est pour les femmes. Et nous sommes majoritaires. Et j'ai une interpellation à faire au niveau de la jeunesse. La jeunesse doit être vraiment consciente. La jeunesse ne doit pas s'arrêter au niveau des simples déclarations. Elle doit poser des actes, des actions, des actes concrets pour que leur voix soit portée. Mais il faut de l'endurance. Quand on lutte, il faut être endurant. Il y a des gens qui sont dans leur 30e année, 40e année de lutte, mais on n'est pas encore arrivé à ce que nous voulons. Et les jeunes ne sont pas patients. Ils veulent avoir tout de suite un changement. Quand ils entament quelque chose, ils veulent avoir tout de suite le changement. Cette lutte des femmes a commencé en 1917. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes revendications qu'on pose. Ailleurs, c'est des revendications salariales. On ne connaît pas ça au Niger. Et sur d'autres cieux, c'est des revendications salariales. Et ailleurs, c'est des revendications pour aller voter même. La femme n'a pas le droit de vote. C'est tout récemment que certains pays ont libéré les femmes à aller voter. Mais chez nous, en 1906 déjà, les femmes votaient. Il y a aussi ailleurs, il y a des revendications telles que le droit à des postes de décision. La directrice l'a si bien dit, à diplôme égal, la femme doit être au poste au même titre que l'homme, sans pouvoir dire qu'on donne le quota aux femmes. C'est stigmatisant. Il faut arrêter de stigmatiser les femmes. Si la femme mérite le poste, on lui octroie le poste, c'est parce qu'elle mérite, elle a ses diplômes pour occuper le poste. Alors là, la jeunesse, vous venez d'entendre Madame Foureira, donc Oumoukan, en tant que spécialiste du digital. Comment renforcer le leadership des femmes? Vous savez, Amina, moi je pars du principe que le digital déjà, c'est une opportunité qu'on a de pouvoir casser, briser, morceler, concasser une violence qui est naturellement faite à la société et faite aux femmes, c'est ne pas l'éduquer. Aujourd'hui, grâce au digital, l'accès à l'éducation est beaucoup plus, à l'éducation et à l'instruction est beaucoup plus, je vais dire, diversifié, vulgarisé. Et on a vu que les femmes sont de plus en plus autonomes. L'année 2020 a été l'année des plus belles leçons. Ce n'était pas l'année forcément de la difficulté, mais elle a été l'année des plus belles leçons. Pourquoi? Parce que les femmes se sont levées. Toutes celles qui faisaient des petites activités, etc. Comment faire pour survivre? Comment faire pour continuer de nourrir la petite famille? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont investi les réseaux sociaux, elles ont investi toutes les plateformes de e-commerce et les femmes ont été en première ligne. Par rapport aux soins, qu'est-ce qu'il fallait faire quand il fallait trouver des masques? Qui a fait les masques? Ce sont les femmes qui étaient encore au front pour ça. Donc le leadership féminin en fait, en vérité, il rime même avec le digital déjà. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai été à la tête, enfin, en cofondation, je vais dire, d'une plateforme pour les élections présidentielles où il fallait un peu instruire les gens. Mais encore une fois, j'étais en première ligne. Grâce à quoi? Grâce au digital. Aujourd'hui, si je suis sur ce plateau avec vous, c'est pourquoi? C'est parce que le leadership féminin est tellement déployé et développé avec le digital que il est inconcevant et inconvenable de les éloigner de ça. Donc aujourd'hui, grâce au digital, qu'est-ce que les femmes font? On peut aujourd'hui, moi, dénoncer ce qui se passe à, je ne sais pas, je vais dire un nom comme ça, à Kamtchaka, par exemple. Mais le digital a permis quelque chose d'extraordinaire. Il a permis aussi d'étendre le tissu de la sororité. Aujourd'hui, si mes tantes qui sont là peuvent parler de ce qui se passe, des fameux plafonds de verre qu'il faut casser dans certains pays, des fameux ci ou ça qu'il faut casser, c'est pourquoi, et sans se déplacer de chez elles, c'est comment? C'est parce que le digital le leur permet. Le digital leur permet d'adopter et d'arracher les combats des autres sans bouger de chez elles. Et ça, c'est l'outil le plus formidable au monde. Donc, le digital, moi, j'aurais aimé l'appeler la digital même. Pour dire que c'est... Non, mais on est d'accord que c'est inné. Aujourd'hui, Nana, quand elle parle, quand Nana fait des plaidoyers, et comment elle fait pour toucher ses consoeurs qui sont au Kenya, comment elle fait pour toucher ses amis qui sont à Boston. C'est grâce à ça. On remarque une Nigérienne, là, perdue à Harubanda, en train de plaider pour la cause des femmes qui sont à Boston, par exemple. Grâce au digital, on a pu créer des hashtags
où toutes les femmes qui se sont battues avec des hashtags comme MeToo, comme je ne sais pas, Doiner, pour qu'est-ce que je peux encore dire, pour la santé mentale. Tout s'est fait grâce au digital. Des femmes se sont dit, je ne peux pas sortir de chez moi peut-être parce que c'est risqué, parce que si, parce que ça, parce qu'on est encore sous le joug de la violence physique faite aux femmes, mais au moins je peux aller parler et je peux parler de mon expérience qui va servir à d'autres femmes, qui va faire éclore des jeunes pousses, de jeunes femmes aujourd'hui qui n'ont pas mon âge, qui n'ont pas encore l'âge de Nana, se sentent investies d'une mission, élargir la sororité. D'accord, on donne la parole à Nana. Et je reviendrai dessus. Nana, en tant que jeune engagée, est-ce que cela suffit pour aller vers l'autonomisation des jeunes femmes? Dire que ça suffit, ça revient à trop simplifier la chose, mais peut-être renforcer. Voilà, renforcer. On a besoin disons, que ça vienne de tous les fronts. Je parlais tantôt des armes. Donc si on considère le digital comme étant cela, je renforcerai ça, moi, avec l'éducation. Je parle d'éducation encore et encore une fois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes femmes qui n'ont pas accès au digital, malheureusement, vu le taux de couverture d'Internet que nous avons. Je parle que du Niger. Mais la puissance de l'éducation, c'est que si nous avons accès au digital, nous savons certaines choses, mais l'éducation, c'est-à-dire dans les différents curriculums, on peut l'intégrer. C'est-à-dire l'éveil de mentalité, l'éveil de conscience des jeunes filles et des jeunes femmes, ça peut être fait justement à travers cette même éducation. Je ne parle pas de ce que nous avons classiquement, quoi, juste apprendre à compter, apprendre à lire, non. Mais il nous faut du développement personnel dans nos modèles éducatifs. Comment est-ce que ce petit garçon-là de 7 ans ou de 8 ans peut remarquer qu'en fait son papa ne se comporte pas si bien que ça envers sa maman et prend l'engagement d'être meilleur que lui. Un tout petit exemple, moi j'ai 2 garçons. Mais la dernière fois j'étais très contente, en fait ça m'a encouragée d'entendre quelque chose. Il y a mon fils de 7 ans qui me dit moi maman j'ai envie de me marier. Je ne savais même pas qu'il savait ce que c'est en fait se marier, mais il a vu que j'ai regardé, de toute façon, il me dit, tu sais ce que ça veut dire? Il dit oui, je vais avoir une femme. On va se marier, on va s'asseoir ensemble à la maison, on va discuter, elle va me faire à manger et moi aussi je vais lui faire à manger. Ça semble banal, mais ça m'a beaucoup touchée. Il se serait arrêté, elle va me faire à manger, je serais déçue. J'allais remettre en cause tout ce que je suis en train de faire. Mais il a continué en disant, moi aussi je vais lui faire à manger. Ça semble banal, mais c'est des choses comme ça. Si tout le monde arrive à le faire, si dans les écoles on avait à penser ça, dès le bas âge, beaucoup de choses vont énormément changer. Et ça, qui est du digital ou pas, mais quand même, le digital, on est d'accord. Si aujourd'hui on regarde ce qu'Annecy est en train de faire, les villages intelligents, ça montre une fois de plus à quel point c'est impératif. Mais je suis convaincue qu'il faut juste le mettre dans le curriculum. Et étant dans un pays qui est à grande majorité musulmane, il est impératif que nous sachions réellement ce que l'islam dit sur le rôle des femmes, sur la place de la femme. Quand cette question sera réglée, je vous assure que chez nous, ça va être très facile. Oui, tout doit vraiment changer, comme dit Nana. Donc la violence à l'égard des femmes et des filles est une réalité dans notre pays. Il y a urgence à inverser la tendance. C'est le lieu de féliciter et encourager les agences des systèmes des Nations Unies qui travaillent aux côtés du gouvernement pour éliminer les violences faites aux femmes et aux filles, à savoir donc le PNUD, l'UNFPA, l'ONIFEM et UNICEF. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités pour leur participation et les échanges qu'elles ont apportés. Donc mobilisons-nous tous pour le bien-être des femmes et des filles. Merci de votre attention. Au revoir.